Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Notre invité, vous l'avez dit, le directeur du WARC, Centre de recherche ouest-africain. Bonsoir Ousmane Sène. Bonsoir Mamadou. Vous êtes aussi spécialiste de la littérature et de la civilisation américaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous y enseignez donc. Ousmane, commençons par les questions d'éducation, notamment l'enseignement supérieur. Le WARC a organisé hier un débat sur les syndicats du secteur éducatif et la perception des dirigeants politiques en question. Dans le contexte de crise entre le gouvernement et les enseignants, qu'est-ce qui est ressorti de vos échanges? Bon, il est ressorti beaucoup d'optimisme de nos échanges. Parce qu'au départ, et compte tenu du libellé, on avait peur que ça ne vole pas très haut ou que ça vole très haut, c'est selon. Mais on avait peur qu'il y ait des étincelles. Il n'y en a absolument pas eu. Il y a eu un débat très responsable de la part des dirigeants du CS, mais aussi de la part d'autres acteurs de l'université, ainsi que de la part de certaines personnes que l'on pourrait considérer comme des médiateurs entre le pouvoir central et les syndicats, à savoir à la personne de Madame Tab, qui a été ministre et qui est maintenant présidente du Haut Conseil du dialogue social. Il y avait la présence de Madame Bassok, il y avait la présence de l'ancien ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo, il y avait la présence d'un des doyens de l'université, le professeur Boubacar Bari, et il y avait aussi la présence de professeurs, d'éminents professeurs comme le professeur Ibader Thiam. Toutes ces personnes ont regretté la situation actuelle et toutes ces personnes se sont portées volontaires pour amorcer ce qu'on appellerait le dialogue social. Un débat de vérité aussi. On ne s'est pas caressé dans le sens du poil. Non, absolument pas. Un débat de vérité. Khalidou Diallo a sorti des choses. À un moment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne va pas lui en vouloir? Comme quand il a dit, le SAES est devenu défenseur des causes alimentaires. Oui, des causes alimentaires. Bon, évidemment, il s'est expliqué en disant qu'il ne faisait que dire aux gens la perception des autorités par rapport au SAES. Mais enfin, ça aussi, on ne peut pas l'occulter. On a parlé de ces choses-là et je crois que les gens se sont parlé les yeux dans les yeux et il est ressorti de ça que compte tenu de l'atmosphère et de l'environnement dans lequel ces débats ont eu lieu, parce qu'on avait un peu peur que les gens ne s'entendraient pas et ça se terminerait en queue de poisson. Ça ne s'est pas passé. Un dialogue, un discours responsable et quelqu'un a conclu qu'il était impensable qu'on regroupe tous ces gens-là qui étaient antagonistes avant et qu'ils tiennent ce discours-là. Donc, il a espéré qu'à partir d'hier, il allait s'amorcer véritablement un dialogue dégagé de toute appréhension, dégagé de tout discours belliqueux. Le SAES était là? Ah oui, le secrétaire général du SAES a été le dernier à prendre la parole. Justement. Et il a tenu un discours très responsable. Certains intervenants ont renvoyé les acteurs dos à dos, État, professeurs et étudiants. Une façon de dire aussi tous coupables. Finalement, personne n'est coupable. Tous coupables, mais est-ce que ce n'est pas un piège aussi? Oui, c'est un piège parce que dos à dos... Il y a forcément quelqu'un qui est responsable, non? Oui, c'est-à-dire que dos à dos, ça veut dire personne n'est responsable. Il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables et la responsabilité peut effectivement être partagée. Moi, après avoir observé la scène de l'éducation pendant toutes ces années, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est ceci. Des demandes peut-être exagérées ou des demandes excessives par rapport aux moyens du gouvernement et un gouvernement qui se dit les négociations traînent en longueur, autant que je signe quelque chose pour passer à autre chose. Le gouvernement déclare avoir mis 300 milliards, chiffre contesté par le SAES. Vous êtes un enseignant, vous êtes aussi de la famille universitaire. Vous en dites quoi? Non, je crois qu'ils se sont trompés dans l'interprétation de la déclaration du ministre. Je crois qu'il ne s'agit pas de dire ou de comprendre que les 300 milliards ont été déjà investis dans l'université. C'est un investissement qui va être échelonné dans le temps, jusqu'en 2017, jusqu'en 2018. Il y a des investissements qui ont été faits, il y en a qui sont en train d'être faits, il y en a qui seront faits. Mais est-ce que ces investissements-là seront suffisants? Non seulement pour prendre en charge la nécessité d'avoir de nouvelles infrastructures et la nécessité de prendre en charge les revendications légitimes des enseignants, c'est ça la grande question. Avez-vous une idée de la résolution
de cette crise universitaire? Oui, mais je crois que tout le monde a intérêt à ce que la crise soit résolue. Ce serait quoi? Les enseignants, ce seraient les premiers. Mamadou, je ne sais pas est-ce que si vous vous êtes mis un jour dans la peau d'un enseignant qui prépare son cours, qui est content de ce qu'il a fait et qui se dit, tiens, voilà ce que je vais dire à mes étudiants et il y aura un échange fructueux. Vous venez devant un amphi, on vous dit, il y a la grève. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça fait. Je vais vous coller. Vous allez en grève, Ousmane Sène? Malgré moi. C'est-à-dire, honnêtement, je dis déclarer que je vais en grève, non. Mais si les camarades ont décrété, d'autant plus que la plupart d'entre eux maintenant sont jeunes et sont mes anciens étudiants, j'observe, mais la mort dans l'âme, je dois l'avouer. Comment sortir de cette crise, Ousmane Sène? Sortir de cette crise, qu'il y ait sur la table un discours de vérité, mais qu'il y ait sur la table aussi des revendications qui tiennent compte du fait que nous sommes un pays en développement, même si on nous dit un budget de 3 000 milliards, 3 000 milliards, c'est pour des secteurs qui sont aussi vitaux que l'enseignement. L'enseignement n'est pas plus vital que la santé. Il y a des investissements à faire là-bas, il y a des arbitrages à faire. Je crois qu'il faut que le gouvernement tienne ce discours de vérité aux syndicats et que les syndicats puissent se dire aussi, on ne peut pas tout avoir en un jour. Si, de part et d'autre, il y a cette attitude-là et un capital confiance, il ne faut pas qu'ils disent ils sont en train de nous dribbler. Il faut qu'ils y croient. À partir de ce moment, il pourrait y avoir une solution. Et une solution durable. Confiance, vous dites, il y a aussi les étudiants. Est-ce que ça aussi... Oui, les étudiants aussi sont des acteurs importants. Les étudiants à descendre dans la rue comme ils ont tendance à le dire. Et puis je constate que bon, ce cas de... Oui, c'est ça. Ils sortent ça de temps en temps à des moments où il y a autre chose qui se passe. Je crois qu'il y a 3 acteurs à l'université. Évidemment, il y a les techniciens et l'administration. Mais il y a 3 acteurs fondamentaux, l'État, les enseignants et les étudiants. Il faudrait que ces 3 éléments-là se rendent compte et soient convaincus qu'il n'y a de sortie, il n'y a de choses qui vaillent qu'une université qui peut fonctionner sur 2 semestres, et 2 semestres bien remplis. Et il faut qu'on en arrive là. Espérons. Le système LMD est tourné en dérision par certains intellectuels. Lutte, musique, danse, disent-ils, à la place de licence, master, doctorat. Universitaire, mais aussi serrère, bon teint, vous êtes un passionné de la lutte. Justement, Ousmane Sène, pendant que le secteur de l'éducation est en crise sur fond de questions financières, comment peut-on justifier la construction d'une arène nationale de lutte d'un coût de 32 milliards? Oui, j'ai un point de vue totalement différent sur cette question-là. Et je déplore d'ailleurs le fait que certaines personnes et des personnes qui ne sont pas rien dans ce pays tournent en bourrique ou ridiculisent la lutte. C'est dommage. Parce que moi, j'ai toujours posé sur la table ceci. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle des disciplines olympiques. Il suffit qu'en Occident, un groupe de petits occidentaux crée une activité sportive, que ce soit avec la plage et les vagues, que ce soit avec des bicyclettes, pour qu'on proclame c'est une discipline olympique et nous on suit. La lutte est là depuis combien de temps? Est-ce que la lutte fait partie des disciplines olympiques? La lutte telle qu'on la pratique chez nous. L'Afrique pratique des disciplines qui nous sont données par d'autres. L'Afrique ne pratique au niveau international aucune discipline qui soit de chez nous. Mais on a des disciplines sportives. En plus de ça, la lutte est plus riche que n'importe quelle activité sportive. La lutte, ce n'est pas seulement le fait que 2 champions s'affrontent. La lutte, c'est les chants. Derrière ces chants-là, vous écoutez les chants sérères même, je fais référence à ça, vous avez toute la sociologie de la société. Depuis les activités agricoles, les activités de la pêche, jusqu'au moment où il faut se reposer parce que les greniers sont pleins et on se met maintenant à pratiquer la lutte. Mais la lutte, c'était le forum dans le cadre duquel les jeunes hommes et les jeunes femmes se retrouvaient. Et il y avait entre eux une sorte d'amour courtois. Et c'est à partir de ce moment qu'on essayait de voir une fiancée. Et 5 ans plus tard, après avoir eu la dot, on prenait femme. Tout cela, c'est une richesse culturelle extraordinaire qu'il ne faudrait pas que l'on perde. Et qui est illustrée d'ailleurs dans la poésie de Senghor. Parce que j'étais tenté de vous lire un passage. Et c'est dans Joal, les chœurs de lutte. Oh, la danse finale des jeunes hommes, buste penché et lancé. Et le pur cri d'amour des femmes
Corsica. Deux choses. Regardez Manga danser, regardez Yekini danser. Vous voyez ce que décrit Senghor. Corsica, c'est toute une autre histoire qui donne le système matrilinéaire chez les Sérères et d'ailleurs chez les tout-couleurs aussi, je crois. Bien entendu. Voilà. Vous l'avez hérité de nous. D'accord. En résumé donc, la lutte mérite une arène nationale de 32 milliards au pays de Senghor. Absolument, parce que d'abord la lutte est la seule discipline sportive qui ne demande presque rien à l'État. La lutte est la seule activité sportive et culturelle que moi je peux montrer à des étudiants qui viennent voir mon pays et qui fait qu'ils admirent mon pays et ils ont la nostalgie du pays quand ils retournent. Oui. Je ne peux pas leur donner ça avec le football, je ne peux pas leur donner ça avec le basket. Ousmane Sène, allons-y très vite pour parler d'un autre sujet. Les États-Unis d'Amérique, vous êtes spécialiste de la littérature et de la civilisation américaine à l'UQAD. Parlons d'abord de ces deux ex-détenus de la prison de Guantanamo, oui. Ex-détenus libyens qui sont aujourd'hui au Sénégal, qui n'ont jamais été jugés, finalement libérés. Guantanamo va même être fermé parce qu'il y a eu des cas de violation des droits humains avérés. Le Sénégal qui accueille ces ex-détenus, votre commentaire. Oui, le Sénégal... Pourquoi les États-Unis sentent ce besoin d'envoyer ces ex-prisonniers dans d'autres pays? Oui, je crois que comprendre que d'abord, ces deux détenus ont demandé à être accueillis en asile au Sénégal. Je crois aussi savoir que les autorités sénégalaises ont pris la précaution de faire une tournée d'inspection et de prospection là-bas pour voir les choses. Et je crois que, quand même, à suivre les commentaires, je me dis, il ne peut pas y avoir ce paradoxe au niveau des pouvoirs qui nous gouvernent. Nous dire tous les jours que la question sécuritaire est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et que les citoyens doivent s'impliquer pour cette sécurité, qu'on ait dépensé des milliards pour renforcer l'équipement de l'armée puisqu'il y a cette menace et qu'on nous amène des gens qui risquent d'ajouter à cette menace, je ne crois pas que ça fait sérieux. Vous dites attention donc? Non, je dis attention, mais je dis en même temps, la décision n'a pas été une décision risquée ou prise sans réfléchir. Je crois que c'est légitime, compte tenu de la tradition du Sénégal d'être un pays d'asile et d'accueillir ces deux-là, et je ne vois pas tellement de risques par rapport à leur présence au Sénégal. Et connaissant les États-Unis, est-ce que vous pensez que les États-Unis pourraient donner quelque chose? Parce que certains qui critiquent cette décision pensent qu'il y a des intérêts qui sont tus. Oui, mais je vais vous dire une chose. Financiers. Je vais vous dire une chose. C'est déjà un placement pour le Sénégal que d'accueillir ces deux-là. Oui. Parce que voilà un problème qui est un problème américain. L'Amérique a besoin de ses amis. Oui. Le Sénégal s'est montré un ami. Et je ne veux pas dire qu'il y a des dessous, mais ce que je sais aussi, et j'en suis convaincu, les États-Unis ne peuvent pas nous donner ces deux Libyens-là. Il n'y a pas de risque sécuritaire, je crois. Mais ils ne peuvent pas nous donner ces Libyens-là et nous dire le fardeau financier de leur placement et de leur installation dans la société sénégalaise, prenez ça. Je crois que le minimum qu'on peut espérer, c'est qu'au moins il y aura un accompagnement pour permettre à ces Libyens de s'intégrer dans la société sénégalaise. Les États-Unis vont prendre ça en charge. Absolument. Ça, je ne peux pas croire que le gouvernement du Sénégal prenne ça en charge. Très bien. La politique américaine, avec les primaires côté républicain comme côté démocrate, Donald Trump, côté républicain, cela vous fait peur qu'il soit président des États-Unis? Ça me fait peur, mais en même temps, je prends Donald Trump comme un peu le bouffon de cette pré-campagne électorale. C'est véritablement quelqu'un, il sort des choses qui sont des choses irresponsables. Ouais. Quand je serai élu président, je ferai en sorte que les musulmans, pour entrer aux États-Unis, montrent patte blanche. C'est, je crois, des déclarations irresponsables. Mais paradoxalement aussi, il draine beaucoup d'Américains derrière lui. L'Amérique pourrait-elle élire un bouffon, pour reprendre vos propos? Bouffon, j'exagère peut-être, je m'excuse si certains de mes amis américains s'offusquent, oui. Mais attendez, c'est pas la seule fois. Bush, fils, quand il était candidat, les gens ne le prenaient pas au sérieux et pourtant il est devenu président de la République. Donald Trump, qu'il le soit, maintenant je mitige mon jugement. Parce qu'avec les primaires du Wisconsin, il a perdu. Maintenant, l'autre Ted Cruz est en train de le rattraper. Jusqu'à quel point il pourra le rattraper, je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses ne sont pas encore claires. Sentez-vous Clinton, Hillary, de l'autre côté, faire le poids?
Oui, disons que bon, elle fait le poids jusqu'à présent. Évidemment, il y a le vieux Bernie Sanders qui est en train de le talonner et qui aussi a eu la victoire dans le Wisconsin. Mais Hillary a une bonne longueur d'avance sur lui. Et en plus, les prochaines primaires, ce sera dans l'État de New York. C'est le fief de Hillary Clinton. Dernière question, Obama. Que pensez-vous des années Obama? Si aujourd'hui on se met à penser que Trump pourrait être président des États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas à questionner la gouvernance Obama? Oui, la gouvernance Obama, disons, Obama a été un symbole et c'est important. En 30 secondes. Oui, un symbole et c'est important. Il a voulu faire beaucoup de choses, le Sénat ne l'a pas suivi. Mais au moins, je suis content quelque part parce qu'un projet qu'il a toujours chéri pour l'Afrique, on va enfin le réaliser. C'est le projet Yali. Au bout de 4 ans, ici en Afrique de l'Ouest, et le WARC fait partie des institutions qui s'en occupent, plus de 8000 jeunes entrepreneurs vont être formés et ce n'est pas rien. La gouvernance Obama, un succès ou un échec? Demi-teinte, disons. Il a eu des aspirations très optimistes. Malheureusement, l'establishment américain ne lui a pas permis de réaliser ce que je pourrais appeler ses rêves. Et après lui, il sera possible d'avoir aussi un jour un autre président. Ah, Carson était dans la course au départ. En Amérique, de couleur noire. Oui, c'est pas impossible. De couleur noire ou hispanique. Ou hispanique. Oui, ça, il faut le dire parce que quand même, il y a eu, si vous voulez, une démystification à travers Obama. Un noir peut être président et un président respecté. Mais les hispaniques, c'est tout à fait possible. Un autre noir, c'est envisageable. Tout à fait. Merci Ousmane Sène. Je vous en prie et je vous remercie. Le directeur du WARC, c'est moi. Ousmane Sène est aussi spécialiste de la littérature et civilisation américaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bouba, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et excellent week-end.